Oui, François Bonneau, passons du rêve à la réalité économique, si vous le voulez bien. Sophie en parlait tout à l'heure, la compétence économique est dorénavant entièrement consacrée à la région. Et puis par les départements, qu'est-ce que ça change pour le citoyen et pour les entreprises? Qu'est-ce que cela va changer? Hier, un chef d'entreprise qui voulait développer son entreprise, un jeune qui voulait créer une petite entreprise, développer, avait à frapper à la porte du maire, à la porte du président de l'Interco, du département, de la région, de l'État, de l'Europe. C'était un parcours du combattant qui désarmait, qui décourageait un certain nombre de celles et de ceux qui ont envie de s'engager, qui ont envie de créer de nouveaux services, de nouveaux biens. Une nouvelle loi est venue qui simplifie considérablement l'environnement de l'entreprise. Cette loi, elle dit que la région, désormais, est responsable du développement économique sur son territoire et qu'elle porte cette responsabilité en lien avec les intercommunalités. Et c'est cela que ça va changer. Simplification, clarification, capacité à apporter un environnement public pour l'entreprise qui soit un environnement qui soit très, très lisible, très facile à mettre en œuvre. Alors le bras armé de votre politique, ce sera une agence économique avec des antennes dans chaque chef-lieu de département. Expliquez-nous comment ça va fonctionner. Déjà, vous reprenez les agences, les anciennes agences des départements. C'est un peu plus compliqué dans le Loiret. L'agence économique globale, telle qu'elle est prévue au niveau de cette région, elle correspond à une vision simple. Si nous voulons être efficaces, si nous voulons être simples, si nous voulons être réactifs, et si nous voulons porter véritablement les réponses aux défis du numérique, aux défis de l'internationalisation, aux défis de l'énergie, etc., il faut un effet de masse pour avoir les moyens humains, les moyens matériels pour agir. Donc je crée, à l'échelle de la région, des 6 départements, une agence régionale de développement économique qui correspond à la responsabilité régionale en la matière. Mais je ne veux pas que l'action économique soit loin du territoire, soit tout d'un coup, parce qu'il y aurait une réforme, éloignée des chefs d'entreprise, des entreprises, de ceux qui créent et développent. Donc, l'agence régionale, une antenne départementale dans chacun des 6 départements, antenne départementale, et jusqu'au territoire, je vais travailler avec les intercommunalités pour que territoire par territoire, agglomération par agglomération, communauté de communes par communauté de communes, il puisse y avoir une personne clairement identifiée qui porte le développement économique. Dans le Loiret, il y avait par le passé un groupement qui s'était opéré entre l'agglomération, les entreprises et le département. Le département n'a plus de responsabilité, la région monte en compétences. Eh bien, j'ai souhaité apporter à ce qui avait été fait, qui avait donné un certain nombre de résultats, apporter véritablement une continuité. Une continuité, donc nous allons créer à l'échelle de ce département du Loiret un groupement d'intérêt public, un GIP, un groupement d'intérêt public qui va fédérer l'agglomération d'Orléans, toutes les intercos, toutes les intercommunalités de notre territoire, sur le Montargois, le Giennois, sur le Pithiverais, toutes les intercommunalités rurales, avec la région, de manière à ce que nous puissions être dans la proximité des entreprises, unis, solidaires, pour apporter des réponses très, très rapides, des réponses qui permettent de développer le mouvement vers l'international pour une petite entreprise qui veut aller à l'international, qui va permettre d'améliorer par des aides les équipements aux PME notamment, qui va permettre de booster également, parce que c'est important, l'artisanat. Vous le disiez, c'est un modèle particulier, ce GIP du Loiret, parce que même si vous allez en prendre la présidence, les départements vont y garder une place et les intercos également? Oui, c'est un modèle particulier. Dans les autres départements, il y avait des agences départementales, mais elles n'étaient pas très, très, très structurantes. Un certain nombre de choses se développaient par ailleurs. Donc, pour ces départements, j'ai choisi qu'il y ait l'agence régionale et qu'il y ait des antennes départementales. Dans le Loiret spécifiquement, cette agence départementale, ce niveau de cette antenne départementale va être organisé, institutionnalisé, un groupement d'intérêt public que nous allons travailler ensemble et je présiderai ce groupement d'intérêt public pour avoir véritablement à la fois la convergence, la cohérence des moyens et des actions des différents niveaux de collectivité, mais aussi l'exercice d'une vraie responsabilité, d'une vraie gouvernance qui va donner l'efficacité nécessaire. Frédéric Sabourin. Vous avez évoqué, juste en filigrane avant la petite pause, l'ouverture à l'international pour les entreprises. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Quel rapport la région Centre-Val de Loire
a aujourd'hui et va continuer d'avoir demain grâce à ces nouvelles compétences économiques avec d'autres régions en Europe, la Catalogne, la région de Cologne, en Angleterre, etc. Est-ce qu'on en a déjà? Est-ce qu'il va continuer d'y en avoir? Attendu qu'on n'est pas une région frontalière. Alors c'est un petit peu plus difficile que la Nouvelle-Aquitaine ou les Hauts-de-France, par exemple. Mais quand même, il y a internationalisation. Bien sûr. Nous sommes merci de cette question, parce que nous sommes une région qui n'est pas une région frontalière, mais qui, parmi les 12 régions sur la métropole, est une de celles qui a le plus d'échanges avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous exportons, par exemple, ce qui est un élément très fort de notre région, nous exportons beaucoup de céréales. Nous avons une région autour de la mécanique liée à l'aéronautique, liée à l'armement. Nous exportons beaucoup. Nous avons une dynamique de la production pharmaceutique dans cette région qui est très importante. 40% de la production pharmaceutique nationale est produite ici dans la région Centre-Val de Loire. Et nous exportons. Nous avons la même manière par rapport à la cosmétique. Et c'est très important. Ici, dans le Loiret, mais aussi en Eure-et-Loire, nous avons beaucoup d'exportations. Notre région est une région dont le solde entre l'import et l'export est une région exportatrice, qui exporte plus qu'elle n'importe. Donc, il est très important que nous ayons ces liens, soutenir nos entreprises sur des salons à l'international, soutenir également la viticulture qui est très forte en région, c'est le 3e territoire vitivinicole de la France. Eh bien, il nous faut aller conquérir de nouveaux marchés. On a parlé du Japon, on pourrait parler de la Chine, on pourrait parler bien évidemment d'un certain nombre de salons en Europe. Il nous faut aider. Il s'agit de cela, aider des entreprises à trouver de nouveaux marchés en allant sur des salons à l'international pour se faire valoir, se faire connaître, nouer des liens et ouvrir ainsi les portes des échanges commerciaux. C'est absolument fondamental pour les secteurs majeurs de notre territoire. Alors justement, concernant l'international, il y a des discussions actuellement sur 2 traités internationaux, le TAFTA avec les États-Unis et l'Europe, et puis le CETA entre le Canada et l'Europe. On voit qu'il y a des inquiétudes qui sont soulevées, notamment ici en Europe, des craintes de déréglementation. Vous en pensez quoi, vous, de ces accords, ces futurs accords qui ne sont pas encore signés? J'en pense que la France, mais surtout l'Europe, a eu comme ligne, une ligne de grande ouverture, de non-protection, au moment où d'autres régions du monde, et je pense en particulier aux États-Unis, par des biais divers, se sont vraiment protégés contre l'arrivée de produits qui viennent, par exemple, de l'Europe. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir un marché de dupes, où là où nous pourrions exporter, les pays mettent des règlements qui les protègent et qui interdisent nos importations. Et là où nous sommes, d'être ouverts à toutes les importations. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc je crois aujourd'hui que le gouvernement a raison, et d'ailleurs nous avions débattu de cela à la région, le gouvernement a raison de dire que si TAFTA, c'est vraiment la maison des courants d'air, c'est-à-dire la France, notre région, etc., l'Europe ouverte à tous les vents, alors que nous ne serions pas en capacité d'exporter parce qu'il y aurait des barrières qui seraient mises sur le plan de la réglementation, sur le plan administratif, alors il ne faut pas valider ces traités. Et je crois que la position du président de la République et du gouvernement là-dessus sont extrêmement fermes et nous avons raison, non pas de nous recroqueviller sur nous-mêmes comme certains voudraient le faire systématiquement, mais de dire le marché international, oui, à condition qu'il soit équitable, qu'il soit juste. Donc c'est oui, mais pour l'instant. Pour le moment, c'est non, sauf. D'accord. Christian. François Bonneau, vous avez parlé de protection. Lors de la dernière session, il y a une semaine du Conseil régional, jeudi et vendredi, il a été question des travailleurs détachés et vous avez renforcé, c'est comme ça que ça s'est passé, la législation contre l'arrivée trop nombreuse de ces travailleurs détachés. C'est du patriotisme économique déguisé, non? C'est dire très clairement que nous n'acceptons pas qu'un certain nombre de structures, et je pense notamment à ces boîtes d'intérim à l'international qui vont chercher pour travailler sur les marchés français des travailleurs polonais, roumains, etc., pour les amener ici dans des conditions qui ne sont pas des conditions véritablement de concurrence juste.
Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable que nous ayons des hommes qui viennent travailler sur les chantiers ici, avec, semble-t-il, un salaire, parce que ça c'est obligatoire qu'il soit de même niveau que le salaire versé ici, mais avec des charges qui n'ont rien à voir avec les charges des entreprises ici, qui sont celles de leur pays d'origine, et avec en plus des conditions de vie pour ces salariés qui sont absolument inacceptables. Quand vous voyez 4, 5, 6 personnes sur un chantier entassées dans une caravane pendant des mois, et que pour vivre dans les caravanes, on leur retient sur leur salaire des sommes qui sont des sommes considérables, ça n'est pas acceptable. Nous l'avons dit avec force, et nous avons dit non seulement que ça n'était pas acceptable, mais que la région, par rapport à ces marchés, 300 millions par an d'investissement, allait contrôler que lorsqu'il y avait recours à du travail détaché de la part des entreprises, cela allait se faire en toute transparence, ce serait annoncé au moment de la conclusion des marchés, et cela allait se faire selon le respect des règles élémentaires qui sont celles des échanges de main-d'œuvre dans le cadre du travail détaché. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas partout, donc nous renforçons, nous disons très clairement à nos concitoyens, il n'est pas question qu'on concurrence les entreprises, qu'on concurrence les salariés dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Donnez un exemple. On a lancé, vous le savez, un grand programme de formation des demandeurs d'emploi. J'étais à Dreux l'autre jour, il y avait le bus, une formation pour un emploi. Il était sur une place et des femmes, des hommes attendaient. Je suis allé à leur rencontre, je les ai salués et lorsque je m'adressais à l'un d'eux, un homme, une 50aine d'années, je lui dis « Monsieur, vous n'avez pas d'emploi ?» Il me dit « Non, j'ai pas de boulot. J'ai pas de boulot. Et vous savez pourquoi ?» Je dis « Vous pouvez préciser ?» Il me dit « Parce que c'est d'autres qui nous prennent notre travail. » Bien évidemment, si un salarié français coûte 3 000 euros, salaire plus charge, et qu'on dit qu'il est possible d'avoir pour 1 800 ou 2 000 euros la même chose, l'entreprise, il ne faut pas laisser faire. Sans quoi on va casser le droit du travail en France, sans quoi on va fragiliser, on va augmenter le chômage, ça n'est pas acceptable. Oui à l'accueil, je suis clair là-dessus. Et en cela, je m'oppose à un certain nombre de responsables, on voit bien où ils sont aujourd'hui, qui remettent en cause tous les mouvements à l'intérieur de l'Europe. Oui, je suis pour que nous puissions accueillir dès lors que c'est sur des conditions qui sont des conditions équitables. Comment vous faites concrètement ? Concrètement, c'est dire à un chef d'entreprise, vous voulez un marché de la région, dites-nous si vous allez ou non travailler avec des travailleurs détachés. Et si vous allez travailler avec des salariés en travail détaché, sachez que nous appliquerons un strict contrôle des conditions de mise en œuvre. Sachez par exemple que nous allons vous demander à tout moment de pouvoir nous fournir un interprète, une interprète du pays de provenance des travailleurs détachés que vous engagez, pour que l'inspecteur du travail puisse, avec ces personnes, poser les questions qu'il doit poser à celles et ceux qui travaillent. Quand on dit les choses très clairement, très nettement comme ça, quand on crée des conditions qui sont des conditions d'application de la loi, je crois qu'on protège nos salariés. Et d'ailleurs, vous avez obtenu l'unanimité du Conseil régional, y compris vos oppositions de droite et d'extrême droite sur ce sujet. Ça doit être un sujet qui rassemble. Encore une fois, moi je suis pour l'Europe. Je sais qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui travaillent dans d'autres pays. Le mouvement à l'intérieur de l'Europe, il est légitime, à condition qu'il soit juste, qu'il soit équitable. On ne peut pas, pour des entreprises qui viennent d'autres pays d'Europe, créer des conditions qui ne seraient pas égales à celles que nous créons pour les entreprises françaises. Frédéric Sabourin. Oui, François Bonneau, la région va s'occuper d'économie, les métropoles aussi, alors Orléans et Tours, enfin il y en a bien une des deux, voire les deux qui va sortir du chapeau. Tout le monde va s'occuper d'économie. Comment vous allez faire pour vous entendre et qui va faire quoi ? Parce que les métropoles rentrent dans le jeu, alors ça va peut-être un petit peu bousculer tout ça. Les métropoles sont aujourd'hui des agglomérations et elles sont dans le jeu. Aujourd'hui, 2 niveaux. La région et les agglomérations pour les zones urbaines, communautés de communes pour les zones rurales. Aujourd'hui, 2 niveaux, région, agglomération. Donc elles sont dans le jeu. En devenant métropole, elles acquièrent sur le champ économique quelques compétences nouvelles qui sont notamment de participer à l'élaboration de la vision d'avenir, du schéma régional de développement économique, de l'internationalisation et de l'innovation. De manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Dès avant le passage au statut de métropole, j'ai souhaité que les agglomérations travaillent avec nous pour l'élaboration de ce schéma. Je veux faire en sorte que, demain devenu métropole,
cette agglomération d'Orléans ou ces agglomérations d'Orléans et de Tours puissent être directement de plein pied dans leurs responsabilités avec les responsabilités de la région. Ça doit provoquer plus d'énergie. L'intérêt d'une métropole, c'est qu'il y a plus de visibilité au niveau national et international. Eh bien, je veux que cette visibilité supplémentaire soit mise au service du développement de l'économie en région, service du développement de l'emploi, et non pas source de bisbilles entre la région et les métropoles concernées. Christian Bidault. Oui, alors François Bonneau, donc la région qui s'occupe un petit peu des grandes visions de l'économie, les agglomérations, les métropoles, mais entre les deux, il reste des territoires ruraux qui sont un petit peu laissés à l'abandon, puisque les départements aujourd'hui n'ont plus de compétences économiques, ou presque pas. Vous avez raison, Christian Bidault, d'attirer notre attention sur ce sujet. L'économie ne se développe pas que sur les grands pôles de compétitivité, les grandes métropoles. Certes, nous sommes très heureux et très fiers du parfum, des médicaments, de la mécanique, etc. Mais quand on regarde ce qu'est aujourd'hui l'économie, d'abord, il y a de belles entreprises qui sont implantées dans le monde rural. Et puis ensuite, il y a une autre forme d'économie qui est, elle, très porteuse d'emploi. Très porteuse d'emploi. C'est ce que j'appelle l'économie territorialisée, l'économie de service, l'économie de la PME, l'économie de l'artisan. Je veux absolument là-dessus qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Un avenir pour les agglos et une crainte, une condamnation pour les zones rurales. Les zones rurales ont absolument, à égalité de chance, sur cette économie territorialisée, la possibilité de se développer. Et nous allons y travailler avec les intercos rurales. J'étais ce matin en train de discuter avec les représentants des intercommunalités du département du Loiret. Il y avait ceux de l'Est du Loiret, ceux de l'Ouest, etc., pour voir comment, demain, puisque ces intercos vont s'occuper de l'immobilier et du foncier, puisqu'elles vont s'occuper de l'attractivité de leur territoire, comment nous allons travailler ensemble. Et je veux que le schéma économique de demain, ce ne soit pas un schéma économique au service exclusif des plus forts, des pôles qui ont de la visibilité internationale. Je veux aussi, parce que c'est ça l'emploi, que nous ayons demain un schéma et des structures qui portent le développement local. Et le développement local, il est organisé, structuré avec les territoires, y compris avec les territoires ruraux. Ça veut dire maintenir également des services publics dans ces territoires, et on voit que c'est difficile aujourd'hui. Ça veut dire maintenir des services publics et en faisant évoluer ces services publics. Si on demande qu'il y ait exactement la même chose en termes de postes, en termes de recettes des impôts, en termes de présence, etc., qu'il y a 40 ans, 50 ans, chacun voit bien qu'on n'y parviendra pas. Comment on peut mettre des services de proximité qui utilisent par exemple le numérique, qui fassent qu'en un même lieu, un certain nombre de permanences puissent être tenues, venant des services des impôts, venant des services postaux, venant de la CAF, etc. Il nous faut ces maisons de services publics qui, parce que chacun n'a pas son bureau, vont limiter le coût de fonctionnement et permettre une vraie présence sur les territoires. C'est ce à quoi nous travaillons, notamment dans ces contrats régionaux de solidarité territoriale. Y compris sur la santé ? Alors sur la santé, on n'y travaille pas dans ces lieux-là, on y travaille dans le cadre des maisons de santé pluridisciplinaires. Aujourd'hui, une 60aine de maisons de santé pluridisciplinaires sont ou en fonctionnement ou en construction. Et vous le savez, j'ai l'ambition de porter le nombre de maisons de santé pluridisciplinaires au terme de ce présent mandat à 100 maisons, parce que ça marche. Parce qu'à Châteauneuf, par exemple, à la maison de santé pluridisciplinaire de Châteauneuf, on a 4 jeunes médecins. Parce qu'à Sancerre, on a 3 jeunes médecins. C'est une forme de pratique médicale qui est attractive, là où les jeunes médecins, les futurs médecins, s'en allaient systématiquement parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver tout seuls. Ils ont inversé. Aujourd'hui, ils reviennent vers cette médecine parce qu'ils sont avec des collègues, parce qu'ils travaillent avec des infirmiers et des infirmières, qu'ils travaillent avec des kinés, et que c'est une nouvelle manière d'aborder les services de soins. Dernière question. Oui, François Bonneau, vous venez de parler d'une région ambitieuse en matière d'économie. J'allais dire combien ça coûte aux contribuables et quel va être le nouveau mécanisme, si vous pouvez nous l'expliquer simplement, de ressources de la région par rapport à la TVA et la dotation financière qu'elle... Comme les régions sont des structures assez neuves, assez récentes dans les institutions de notre République, elles n'avaient pas de moyens spécifiques. Elles n'avaient pas de ressources fiscales. C'était l'État qui, à chaque loi de finances, votait une dotation.
c'est quelque chose de très précaire. On a d'ailleurs connu sur les dernières années une baisse de ces dotations qui gêne l'action et l'engagement. Désormais, nous avons obtenu que le gouvernement reconnaisse les régions à part entière, responsables sur les transports, responsables sur l'éducation et la formation, responsables sur l'économie. Vous voyez, des domaines qui sont essentiels pour préparer l'avenir. Et dans ce cadre-là, nous avons obtenu que, en lieu et place des dotations qui sont accordées, il puisse y avoir une part de TVA. Donc pas d'augmentation pour le contribuable, une part de TVA. C'est la TVA qui était hier payée par l'État qui va être en partie orientée vers les régions. Et l'avantage, c'est que c'est plus dynamique. C'est plus dynamique. La TVA, sur toutes les dernières années, c'est la taxe à la valeur ajoutée. La TVA, elle est liée à la consommation. La consommation s'est maintenue ou a très légèrement augmenté. Donc, la TVA a légèrement augmenté. Les dotations, elles ont fortement diminué dans les dernières années. Donc, sans appel supplémentaire à nos concitoyens, nous aurons, par ce biais, des ressources qui nous permettront d'assumer pour l'économie, d'assumer pour l'éducation, la formation, pour les transports.